Et ça a été une période quand même qui a été assez difficile avec ma mère. On ne s'entendait pas du tout. Des fois, on ne pouvait pas rester dans la même pièce et tout. Du coup, je n'avais pas spécialement l'impression qu'elle m'aimait dans ces moments-là. Et franchement, c'est dur d'en parler. Je t'avoue que c'est la première fois que je parle de ça. Et en fait, j'avais jamais l'impression d'être à la hauteur de ce qu'elle voulait, qu'elle voulait toujours plus. Tu as atteint un de tes ultimate goals, voire the ultimate goal, c'est de combattre pour l'UFC. Mais avant d'arriver à ce stade-là, tu es passé par plusieurs hauts qui ont été passionnants dans ta carrière, mais des bas aussi qui ont fait mal. Mais tu en es là quand même aujourd'hui. Et pour comprendre comment tu en es là aujourd'hui, je pense qu'il faut comprendre ton mental et comment tu l'as forgé. Et pour ça, moi, j'aimerais remonter un peu en arrière et comprendre le Morgan petit, et comprendre comment tu as grandi. Et pour ça, j'aimerais bien que tu me parles un peu de tes parents et par exemple aussi de leur caractère. Ok. Ah, direct. Direct. Bah, c'est comme ça que tu t'es formé. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, moi, je viens d'une famille classique. Enfin, classique. Mon père est blanc, ma mère est noire, donc je suis métisse mixte. Donc c'est déjà, on va dire, une première étape dans ma vie où bah, j'ai été confronté assez rapidement moi, au regard bah, soit des blancs, soit des noirs, mais en étant ni l'un ni l'autre. Donc ça, c'est un truc qu'on va dire que c'est plus les métis qui vivent. Et c'est pas spécialement un problème, mais on va dire que moi, ça m'arrive régulièrement de me retrouver dans des situations où je suis la seule personne de couleur entourée de beaucoup de blancs. Et quand j'étais plus jeune, ça a pu me déranger à certains moments, etc. D'avoir ce regard. Et donc quand j'étais plus jeune, moi j'étais très timide et très renfermé sur moi-même. J'avais du mal à aller vers l'autre. Je ne sais pas si ça vient de ça ou quoi, mais ça, on va dire que c'est des premières barrières que j'avais. Et au niveau du caractère de mes parents, alors mon père il est très cool, on va dire c'est le cool des deux quoi. Mais on va dire c'est une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire que quand il hausse le ton de la voix ou qu'il s'énerve, c'est ouais là je suis allé trop loin. Mais j'ai une superbe relation avec mon père et ça a été une grande inspiration même dans ma vie. C'est un homme qui est très travailleur, donc mon père il est artisan. Donc depuis que je suis petit, moi je l'ai toujours vu se lever très très tôt, rentrer très tard, travailler de ses mains, se couper, etc. Puis rentrer le soir, travailler dans la maison. Et donc mon père, il a fait énormément de choses pour que nous, ses enfants, on puisse avancer dans la vie, qu'on ait plus de chance que lui. Donc on va dire ça c'est le côté plus de mon père, mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui a des très grosses valeurs, qui est très droit. Et quand tu commences quelque chose, il faut le terminer. Quand tu fais ci, il faut faire bien. Voilà, mon père, il est vraiment très à cheval sur les valeurs et sur ce que c'est que d'être une bonne personne, d'aider les autres et d'être présent pour sa famille ou pour les gens qu'on aime et de ne pas compter. Et puis ma mère elle est un peu maman poule, mais elle est très, très dure. Elle est très dure, ma mère, sur l'éducation. Fallait pas que je sorte de la ligne de conduite. Elle a été très dure avec moi à l'école, même si j'avais des notes normales, etc. C'était très très important pour elle. Donc on a eu une période très très conflictuelle avec ma mère je pourrais pas dire, mais du collège à mes études supérieures. Donc ça a duré très longtemps. Et ça a été une période quand même qui a été assez difficile avec ma mère. On s'entendait pas du tout. Des fois on pouvait pas rester dans la même pièce et tout. Mais en grandissant, voilà, j'ai compris que c'est un peu sa façon de m'aimer, mais que moi, je ne fonctionne pas spécialement de cette façon. Donc ça a été une période compliquée et c'est ce qui m'a aidé quand même à me construire en termes de mental. C'est que, je pense, hein, j'en ai déjà discuté plusieurs fois avec ma femme, c'est que ça a été quand même dur quand j'étais plus jeune, parce que du coup, je n'avais pas spécialement l'impression qu'elle m'aimait dans ces moments-là. Et franchement, c'est dur d'en parler, je t'avoue que c'est la première fois que je parle de ça. Et en fait, j'avais jamais l'impression d'être à la hauteur de ce qu'elle voulait, qu'elle voulait toujours plus. Je me souviens pas de période où on était en bons termes, quoi. Avant, même quand on partait en vacances, ça allait bien, il y a toujours un moment où ça dérapait. En fait, j'avais l'impression qu'elle essayait de choisir ma vie pour moi. Et c'est quelque chose que moi, que j'ai toujours... je sais pas, j'ai toujours eu ce mindset, cette façon d'évoluer, c'est je choisis moi-même ce que je veux faire et si je me rate, ce sera de ma faute. Mais tu n'arrivais pas à lui dire quand tu étais plus jeune? Ah non, c'est compliqué. C'est pas que j'arrivais pas à lui dire, c'est qu'elle m'écoutait pas. Ouais. Tu t'es pas écouté, pas compris. Non, j'étais pas écouté, il n'y avait pas de dialogue et je pense que ça vient aussi de ça, du coup, que j'ai mis du temps à m'ouvrir aux gens et à parler
vraiment avec des gens ou à être moins réservé, c'est parce que du coup, moi, à la maison, j'avais pas la parole. Et moi, le sport, ça m'a permis en fait de m'échapper un peu de tout ça. Déjà, j'étais moins chez moi. Tous les soirs, ça m'évitait de rester chez moi et d'avoir à être dans la même maison qu'elle à ce moment-là. Et ça me permet de m'échapper et de laisser mes pulsions sortir parce que forcément, c'est ma mère, donc je peux pas dire grand-chose à part me taire. Donc, je pouvais pas m'exprimer en fait. J'avais pas la possibilité de m'exprimer. Et c'est à travers le sport que j'ai toujours pu m'exprimer depuis que je suis tout petit. Et j'ai toujours été très bon dans les sports. D'ailleurs, quand on voulait me punir, on me punissait de sport. Et donc voilà comment je me suis construit un peu. Et je pense que mon mental, il vient de là. C'est que, en fait, très jeune, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas grand monde qui croyait en moi. Et pour mon père, le sport, c'est pas un métier. Okay. Donc, mon père, il m'a par contre toujours emmené au sport. Emmené en compétition de judo, etc. Mais on va dire qu'ils m'ont jamais vraiment aidé à pouvoir performer dans un sport, à vraiment m'épanouir en sachant qu'ils savaient que c'était ce que je voulais faire, le sport, et que c'est là-dedans sûrement que je ferais ma vie, ou en tout cas que j'essaierais de le faire. Je leur en veux pas parce que du coup je suis très content de faire du MMA maintenant, mais à cette époque, j'aurais bien aimé qu'il soit plus derrière moi. Je voulais être capable de choisir ce que je voulais faire, d'avoir mes propres choix et d'être libre. En fait, je crois que c'est la liberté qui m'a... J'ai été trop resserré par mes parents et moi, si je suis pas libre, je suis pas bien. Et donc, j'ai tout donné pour être un être libre dès que j'ai pu, en fait. J'ai essayé de travailler, faire des tafs classiques et tout. 8h, 18h, machin, c'est mort, il n'y a pas de liberté. Tu rentres chez toi, tu vas au sport, après ça y est, c'est fini, ta journée elle est terminée, tu fais ça pendant 40 ans et tout. Waouh, moi j'ai vu ça, j'ai eu trop peur direct. Je préfère mourir. Pour de vrai, je préfère mourir que faire ça. Donc je me suis dit, bon, il y a bien une solution pour que ça se passe autrement. Donc j'ai cherché et j'y suis allé. J'ai dit, s'il y en a d'autres qui arrivent, je vois pas pourquoi je vais pas y arriver. C'est vraiment ça si j'ai une devise, c'est s'il y a quelqu'un qui l'a fait, je peux le faire aussi. Et j'ai commencé à travailler très jeune aussi pour avoir conscience de l'argent, du travail. Donc moi, j'avais pas spécialement de vacances scolaires, j'allais travailler avec mon père sur les chantiers. Très jeune, je me suis levé très tôt. Donc quand on parle de très tôt, ouais, c'est ça, 5h30, 6h30, je me levais, j'allais travailler avec mon père, puis je rentrais. On rentrait tard, en plus 19h, 20h des fois, et j'allais m'entraîner direct après, puis je recommençais le lendemain. Je faisais ça toutes les vacances, et après je repartais à l'école. J'étais carbonisé, je n'étais même pas reposé du coup. Mais du coup, ça m'a appris la rigueur, la discipline, la constance, donc c'était dur, mais d'un côté, j'aimais bien aussi passer du temps avec mon père et à travailler. C'était pas du tout quelque chose que je faisais à reculons, sauf quand j'étais vraiment fatigué, que j'avais pas envie. Mais ça m'a appris à faire des choses quand j'ai pas envie. Et mine de rien, je gagnais quand même de l'argent, mon père il me payait, donc c'était plutôt cool. Et ça m'a appris énormément de choses, même sur la vie professionnelle, sur la vie dans la société. J'ai pu voir plein de classes sociales différentes, vu que mon père, il peut travailler dans des très beaux appartements haussmanniens à Paris, comme dans un quartier. Donc moi, j'ai vu toutes les classes sociales très jeunes. Est-ce que ça te dérange si on parlait un peu plus de la période dont tu me parlais, la période un peu compliquée dans ton enfance? J'aimerais comprendre, tu sais, tu m'as dit que tu avais eu, même si tu as des parents qui te soutiennent aujourd'hui, qui sont très présents, à une période, est-ce qu'on peut me dire, ils te mettaient des bâtons dans les roues un peu sur tes envies? Ouais, bien sûr, on peut dire, ils mettaient des bâtons dans les roues. Mon père, pas tellement. Voilà, c'est plus ma mère. Ça a été très conflictuel tous les deux. Tu t'es pas écouté, pas compris? Non, j'étais pas écouté, il n'y avait pas de dialogue. Et je pense que ça vient aussi de ça, du coup, que j'ai mis du temps à m'ouvrir aux gens et à parler vraiment avec des gens ou à être moins réservé. C'est parce que du coup, moi, à la maison, j'avais pas la parole. En fait, je suis très dur envers moi-même. Du coup, vu que chez moi, c'était dur, je suis très dur, je suis très exigeant, je suis jamais satisfait. Même quand je fais des super résultats, même après mon combat à l'UFC Paris, quand j'ai fait un KO au premier round, je n'étais pas assez satisfait. Je suis reparti m'entraîner direct. Et je pense que ça vient du fait que j'ai toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur, en fait. De toute façon, je ne peux pas me plaindre. Déjà, pour commencer, j'avais personne à qui me plaindre, personne à qui parler. Donc ça veut dire, c'est soit je me mets tout seul face au problème et j'essaie de le résoudre, soit ma vie, elle sera nulle. Enfin, peut-être elle sera terminée, quoi. Et, je ne veux pas dire que je me serais suicidé, hein, mais c'est vraiment, c'était presque ma dernière chance, entre guillemets. C'est genre, il faut que je trouve quelque chose que j'aime ou
quelque chose que j'ai envie de faire et que je le fasse vraiment à 3000%, parce qu'il n'y a rien de spécial qui m'intéressait. Je suis très créatif et tout. Et quand j'étais à l'école, je voyais les débouchés, entre guillemets. Ça t'intéressait pas? Ouais, ça m'intéressait pas du tout. Hein. Je Bah, pas t'étais en te scientifique mentir. en plus. Moi, j'ai eu 2 discours quand tu as commencé. C'était le free fight à l'époque, Ouais, c'est Free ça? Fight, c'est ça. Moi, j'ai eu le discours de la femme amoureuse qui m'a dit genre, ah, il était trop fort. De toute façon, il est fort dans tous les sports. Et j'ai eu le discours du premier coach, Karim. Il était en mode genre, ouais, il était pas si fort que ça au début. Ouais, Mais par ouais. contre, t'avais la dalle et tu voulais taffer. Exactement. En fait, c'était un nouveau sport déjà. Et j'étais trop content de pouvoir faire un nouveau sport. Et pareil, quand j'ai voulu m'inscrire, mes parents ne voulaient pas, les bâtons dans les roues et tout. Mais j'ai réussi quand même mon coup et j'ai fini par pouvoir m'inscrire au MMA. Et, Après, c'est un sport, à l'époque Ouais, encore ouais. plus, qui peut faire peur pour les ah parents. ouais. Non, Tu mais je vois? comprends. Ouais. Ouais, je comprends. C'est un gros step entre le judo et le free fight à l'époque. Mais j'en pouvais plus du judo. Ça y est, je voulais faire autre chose. Et au final, pour moi, c'était que, enfin, il n'y avait pas spécialement quelque chose de dangereux vu que c'est un sport que tu pratiques en associatif. Tu vas dans une salle, il y a un C'est coach. encadré. Ouais, c'est encadré. Donc moi, je voyais pas le danger. Mais après, quand tu es plus jeune, tu vois moins le danger aussi. Et je sais pas si Karim il t'a raconté, mais il nous avait fait un rite de passage. Il t'a raconté? Il m'a dit que c'est ce moment-là où il a remarqué que tu avais un vrai potentiel. Ah, c'était des ouf. Hein. Vas-y, raconte-le. Ouais, du coup, ça faisait quoi? Ça faisait quelques semaines ou mois que je m'entraînais. Et en fait, pour passer dans l'équipe compétiteur, à l'époque, il y avait un rite de passage où tu devais affronter les compétiteurs qu'ils avaient déjà. Donc, ils nous mettaient en situation de stress un peu. On arrivait avant tout le monde, dans le vestiaire. Hop, il n'y a personne. On s'habille et après, tu sors. Et je sais pas, j'ai fait combien de combats? Je crois que j'ai fait un combat d'anglaise, un combat de kick, un combat de sol, un combat de machin, contre des mecs qui étaient déjà compétiteurs. Moi, j'avais 17 ans. Et là, on parle de mecs qui avaient la trentaine déjà, facile. Certains, ils avaient 10, 15 ans de boxe. Enfin voilà, des hommes forts. Moi, j'étais un petit gamin. Mais franchement, j'y suis allé. Je sais pas si j'avais peur, je m'en rappelle pas. Bon, en tout cas, j'y suis allé. J'étais dans le vestiaire et tout. Et puis après, ça a commencé. Je me suis pris KO au corps, KO au foie, machin. Mais je me suis tout le temps relevé. Et j'ai continué à me battre contre eux. Je sais pas, ça a duré combien de temps cette histoire. Mais j'avais vraiment l'impression d'être dans un film à ce moment-là. Mais il n'y a aucun moment dans ma tête où ça a pu traverser que j'abandonne ou que ce soit pas pour moi. En fait, c'est genre, je sais pas, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais vraiment en fait. Et que ce soit dur ou pas. Parce que du coup, j'ai toujours été un peu dans le dur. Émotionnellement en tout cas, peut-être pas physiquement mais émotionnellement, et je pense que c'est plus dur d'être dans le dur émotionnellement que physiquement parce que c'est assez facile d'éteindre une douleur physique quand mentalement tu es assez fort. Si tu as mal quelque part, tu te dis j'ai pas mal et ça passe. Vraiment? Ouais, vraiment. Est-ce que tu sais déjà à ce moment-là si tu veux faire une carrière là-dedans ou c'est encore juste une passion? Non, je parlerai pas de faire carrière là-dedans, déjà parce que mes parents ils me disent très clairement que c'est pas un sport où tu vas faire une carrière et que, enfin voilà, il me prépare un peu le terrain, genre ouais, t'imagines pas des trucs de fou. Et à côté aussi la conjoncture du MMA, alors en France, parler de légalisation, à cette époque, c'est même pas envisageable, c'est genre, je sais pas à quoi le comparer parce qu'il y a très peu de sports comme ça en fait qui ont vécu ça, mais c'est vraiment, je faisais un sport où je savais que peut-être jamais je serais reconnu en France pour mon sport. Enfin, j'avais aucune prétention de devenir un sportif connu en France ou quoi que ce soit. C'est un combat contre soi-même, de gérer ses émotions, d'être capable d'endurer un entraînement très dur, de se rendre quelque part, souvent dans un autre pays, nous, à cette époque-là, et d'aller affronter un mec qui est entraîné et qui veut te faire mal, quoi. En plus, ton quotidien était plutôt bien rempli. Tu avais tes études, tu taffais, tu avais tes entraînements, tu avais une relation amoureuse. Comment tu arrivais à gérer tout ça au quotidien? Parce que déjà, parfois, un taf et voir tes potes et ton sport le soir, t'en peux plus. Ouais. On en revient tout le temps au point de départ, mais c'est la discipline qui m'a été inculquée, la constance et pas se plaindre en fait. Et t'avais pas envie de dire genre c'est bon là je suis fatigué, stop? Ouais, non, en fait chez moi ça n'existe pas la fatigue. Hein. Même si je suis mort de fatigue, je continue les trucs. En fait, j'ai un peu j'ai l'impression de pouvoir compter que sur moi en fait. J'ai toujours eu cette impression que je pouvais compter sur très peu de gens, où j'ai toujours été déçu ou trahi etc. Et du coup ça vient aussi du coup après du fait que je m'ouvrais pas aux gens et tout, c'est que on m'a fait perdre du temps, on m'a fait perdre de l'énergie, on m'a fait du mal quand j'étais plus jeune et du coup en fait je compte que sur moi-même, mais vraiment que sur moi-même.
Et Donc, tout est carré, quoi. tout est carré, tout est contrôlé par moi. Et s'il y a un problème ou il se passe quelque chose, c'est de ma faute et pas de la faute d'un tel ou de machin parce qu'il n'a pas fait son truc. Et du coup, bah, je suis redevable qu'envers moi-même. Si ça marche pas, c'est de ma faute. Du coup, tant que je tiens, bah, je peux le faire. Et du coup, bah, ouais, à cette époque, je faisais énormément de choses. Après, j'étais plus jeune, donc j'avais beaucoup d'énergie. Mais j'ai toujours eu aussi ce focus long terme où bah, je préfère galérer maintenant, où ça va être dur peut-être pendant 4 ans. Et dans 10 ans, bah, je suis tranquille. Ma seule limite, après, c'était le sommeil, en fait. Franchement, moi, il y aurait une pilule qui fait que tu n'es jamais fatigué et tout. C'est ce qui me manquait. Hein. Je trouvais vraiment que dormir, c'est ce qui me prenait le plus de temps. Enfin, qui me faisait perdre le plus de temps, quoi. T'aimes pas dormir? C'est génial de dormir. Ouais, mais c'est bien de dormir, mais perdre du temps, quoi. Mais je suis capable de continuer fatigué. Et ça, depuis très jeune. Et donc, bah, je me suis dit, de toute façon, autant que je me crée une dette de sommeil de ouf entre mes 16 et 20 ans, et que je la récupère quand j'ai 40 ans, que je fasse rien là. Et moi, je te dis, les regrets, c'est ce qui me fait le plus peur. Et à 40 ans, de ne pas avoir réussi. Donc, j'ai vraiment réfléchi très longtemps. Et c'était soit j'allais en master, et du coup, je ralentissais le MMA parce que j'aurais pas pu avoir mon master, le CAPEPS, le concours et tout, en faisant autant de MMA. Soit je faisais que du MMA, et du coup, je me lançais vraiment là, pour le coup, dans l'inconnu parce que c'est pas légal en France. Personne, mais vraiment personne en France ne vivait du MMA. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mon mode de vie m'empêchait de performer, que je faisais trop de choses. J'étais trop fatigué, que je récupérais pas assez, que je n'étais pas assez concentré sur ma pratique, sur mon évolution. Donc bah, je me suis dit que j'allais me lancer à 3000%. Et de toute façon, j'avais pas peur de ne pas avoir d'argent vu que j'en avais jamais eu vraiment. Dès que j'ai arrêté, on parle de l'été où j'ai dit je vais pas en master, tout s'est débloqué. Genre, il n'y a même pas eu de période où j'ai vraiment été en galère entre guillemets, de pas travailler et tout. Direct, il y a eu la browse avec Kameto qui est arrivé. J'ai été entre guillemets connu sur les réseaux. Je suis rentré au Cage Warrior. J'ai fait mon ascension jusqu'à la ceinture. Tout part de ce moment-là où j'ai dit j'arrête tout, je me lance dans le MMA à fond. Ça a payé direct. Et limite, je me disais, c'est de la triche. Qu'est-ce qui T'as galéré quand même. Non, j'ai galéré. Ouais, mais la galère, ça s'efface toujours quand tu réussis. Tous les sacrifices, ils ont payé à ce moment-là et j'étais trop content. Genre, putain, j'avais raison. Ça, tu vois, c'était vraiment ça le truc. Genre, revanche sur la vie, revanche sur tout le monde. Vous m'avez pas écouté et tout. Vous me prenez tous pour un fou. Et même quand tu te retrouves dans des combats un peu bourbiers, genre en Ukraine, tu te dis, ouais, revanche sur la vie et tout. Totalement. Tous les combats bourbiers que j'ai eus, le record éclaté que j'avais et tout, j'étais vraiment en mode, hey, moi, j'ai toujours cru, je savais que c'était possible. Mais fallait le faire, quoi. Fallait le faire, fallait vraiment. Je me suis fait du mal. Je me suis vraiment. J'ai travaillé d'acharné. C'est un truc de fou. Du coup, quand j'ai réussi, enfin pour moi, c'était même pas j'ai réussi. C'est genre, c'est pas trop tôt, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien te parler du combat en Ukraine. Guillaume m'a raconté une petite anecdote. Ah, t'as même eu Guillaume? Oui, bien sûr que j'ai eu Guillaume. J'ai passé des heures avec ton entourage. Guillaume qui est ton manager aujourd'hui. Et à cette époque-là, tu le voulais en manager et vous les étiez un peu en discussion. Et c'était la première fois que tu le rencontrais. Il m'a raconté une anecdote marrante. Je ne sais pas si j'ai besoin de te donner des mots-clés en rapport avec l'Ukraine, ta prime. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? La première fois que j'ai pu faire ce geste-là, pour de vrai. Non, mais surtout qu'il m'a dit que tu as parié sur toi à ce moment-là. Bah, en fait, c'est simple. On est arrivé en Ukraine et j'ai affronté un mec, je sais plus comment il s'appelait, Alexei Olenik ou je sais pas quoi. Bref, moi, j'ai toujours eu conscience que j'étais fort en MMA. Même si j'ai perdu, je sais que je suis fort. Genre, à l'entraînement, je suis archi fort et ça a toujours été en combat où des fois j'ai eu des petits problèmes. C'était pas le bon adversaire, c'était pas le moment de l'affronter, j'étais pas préparé, j'étais pas assez bien entraîné pour gagner ce combat. Lui, j'étais sûr, mais quand je te dis sûr que j'allais le battre, genre pour moi, il n'y avait pas de. Genre, c'était impossible qu'il me batte, impossible. Dans n'importe quel monde, son style ne pouvait jamais me battre. Et quand je suis arrivé en Ukraine, les gens ils parient sur toi, je vois les cotes. J'avais une cote genre à 4 ou un truc comme ça. Je me dis donc là, ils pensent tous que je vais perdre. Moi je ne l'ai pas pris de la mauvaise façon du coup. J'ai dit ah c'est comme ça.
J'ai dit, ouais, Guillaume, en Ukraine, je peux parier sur moi et tout, c'est comment? J'ai dit, ouais, tu peux et tout. Je suis allé à la tirette, je sais pas, j'avais combien d'argent sur mon compte en banque, j'ai tout pris, tout l'argent que j'avais, j'ai tout pris. Je suis allé devant le mec, j'ai dit, je parie sur lui. Je me suis montré, parce qu'il parlait pas anglais. J'ai dit, je parie sur lui, j'ai posé, je sais pas combien. Et bah, je l'ai battu, j'ai gagné. Mais pour moi, c'était sûr. Du coup, j'ai pu acheter mon premier iPhone grâce à ça. Je me suis dit, non, mais ça, moi, j'étais en galère. J'ai dit, ça, c'est mon jackpot, là. Il y a un autre combat aussi qui a marqué un switch dans ta carrière. Junia m'a parlé de ton combat en Chine. À ce moment-là, on te paye. Clairement, en fait, on te paye un voyage. Il y a vraiment un investissement sur toi par rapport à ce combat. Est-ce que toi, suite à ce combat, quand tu as vu qu'on pouvait investir sur toi, tu as changé ta manière de gérer ta carrière? Ouais, en fait, quand je suis arrivé en Chine, bah déjà Chine, tu vois, genre, m'a envoyé en Chine. J'avais 20 ans, je crois, ou 19 ans, je sais pas. J'étais genre, ouais, mais c'est ouf. Genre, juste parce que je suis un peu fort là, on me paye un billet d'avion jusqu'en Chine, visa, hôtel, on nous a fait voyager, petit restaurant, machin et tout. Bon, c'était un peu bourbier quand même, hein. En vrai de vrai, c'était un peu bourbier. L'adversaire, je savais pas c'était qui. J'étais prévenu peut-être 3 semaines avant. Mais venant d'un pays où le MMA, c'est pas légal, moi, je suis un petit jeune et tout, c'était une expérience de fou. Même si j'aurais perdu, c'était une expérience de fou. Et du coup, bah, j'y vais et je suis en Chine. Il y a du public de fou. C'était vraiment, franchement, c'était très beau, hein. Moi, j'étais comme un fou. Genre là, j'étais dans un autre pays, en Chine. Première fois de ma vie que je sortais de la France, je crois, en plus, pour combattre. Je le soumets en 1 minute 30 en Chine. Et après, ils nous ont fait voyager, muraille de Chine, restaurant, jardin de l'empereur, machin. Et en fait, c'est la première fois, je pense, où je me suis senti, je sais pas, respecté, ouais, considéré, mais de tout, tu vois. Parce que même ma famille, j'avais pas l'impression d'être considéré par eux, par mes parents et tout, parce que j'essayais de faire, parce que je trouve que maintenant que je suis un peu plus vieux, que j'ai du recul, je trouve que ce que je me suis infligé en étant mineur, je comprends pas comment mes parents, ils ont pas pu se dire non, il est vraiment déter. Genre, je m'entraînais 7 jours sur 7 à cette époque, hein. Je m'entraînais le dimanche et tout, hein. Il y avait genre repas de famille, anniversaire. À 14 h, je prenais mon sac, je m'en allais, il y avait toute ma famille chez moi, ils disaient mais tu vas où? À l'entraînement. Et j'ai fait ça pendant très très longtemps. Je pense que même mes parents, à ce moment-là, ça leur a fait aussi un déclic, genre waouh. En fait, son sport, il y a un truc pour de vrai là. Et moi, à partir de ce moment, ouais, je me suis professionnalisé encore plus, j'ai essayé de m'entraîner plus intelligemment. Et je me suis dit, peut-être l'UFC, je l'aurais pas, mais il n'y a pas que l'UFC. Et que je pourrais en fait vivre de mon sport et combattre dans une grosse organisation autre que l'UFC. Et vivre vraiment de ça, d'être un grand combattant de MMA. Peut-être que j'aurais jamais été reconnu en France si ça n'avait pas été légalisé et tout, que j'aurais pas été à l'UFC. Mais j'aurais vécu la vie que je voulais, quoi, d'être combattant. Donc voilà, il y a eu l'Ukraine, etc. Et là, à cette époque-là, bah, un des plus gros gyms en Europe, c'était le SBG, donc d'où Conor McGregor venait. Donc j'ai été m'entraîner là-bas. Je me souviens plus. Non, ouais, j'avais arrêté mes études du coup à ce moment-là. Ouais, j'avais arrêté et tout. Donc je combattais en Ukraine. Donc là, je commençais à avoir mes yeux un peu sur le Cage Warrior, sur ce qui se faisait à gauche, à droite. Je commençais à être classé pas mal mondialement et tout. Donc je voyais avec Guillaume, ouais, où est-ce que je pourrais combattre pour évoluer petit à petit, quoi. Et moi, j'ai jamais eu de complexe par rapport à mon niveau ou quoi. Genre, je sais mon niveau. Et donc, je regardais le Cage Warrior et je me disais, je peux la prendre la ceinture là-bas. C'est sûr, je peux la prendre. Et du coup, je suis parti m'entraîner en Irlande. Là, ça y est, ma mère, elle commençait à être derrière moi. Quand même. Ouais. Et c'est elle qui m'a payé le billet d'avion pour aller en Irlande ou l'entraînement, je sais plus, un des deux trucs. Enfin, elle m'a un peu forcé à y aller, quoi. Genre, allez, vas-y, faut que tu y ailles et tout. Parce que du coup, j'avais pas pu aller en Thaïlande et tout. Donc, elle m'avait mis le pied à l'étrier pour que je parte en Irlande. Donc, je suis allé et je suis resté 1 mois la première fois. Et bah, bien évidemment, quand je suis arrivé, j'ai eu quelques soucis là-bas. Ça coûte très cher de vivre en Irlande, à Dublin. C'est un peu comme Paris au niveau des tarifs. Et du coup, à ce moment-là, bah, je me rends compte quand même que là, j'ai peut-être pas assez d'argent pour rester ici. Et du coup, bah, je me suis lancé sur Internet pour vendre des programmes de sport comme ça. J'ai fait mes premiers programmes de sport. Il y a un mec qui m'avait contacté. Il me dit, ouais, tu peux me faire un programme et tout. Je dis, ouais, si tu veux, passe-moi 50 balles, je te le fais. Paf, paf, je lui fais un programme. Et après, je me dis, attends. Peut-être qu'il y en a d'autres qui veulent des trucs. Bam!
je me replonge dans mon autisme, comme ils disent mes potes. Une chose en amenant une autre, j'ai un contact qui est sur Internet, sur des machins, je lui envoie un message, ouais, toi tu vis ta passion, machin, nanana, comment tu fais, machin, bam, je lance mon Shopify, mon propre site et tout. Je connais rien du tout hein, dans ça. Je me bute aux vidéos YouTube, je lance mon site, je fais mes premiers programmes, je commence à vendre des habits avec écrit des trucs pirates, machin dessus et tout, avec mon logo, j'ai déjà fait mon premier logo et tout. J'étais vraiment à l'équilibre quoi. Mais moi, j'ai jamais vécu avec beaucoup d'argent, donc ça me suffisait en fait. Je pouvais m'entraîner toute la journée. Je mangeais un vieux repas dans la journée, je faisais mes trucs, mais voilà, j'étais bien, enfin j'étais content. En fait, j'arrivais à vivre de ce que je voulais. Et pour moi, c'était ça la liberté. Donc j'étais trop content d'être en Irlande. Donc je suis allé, voilà, j'ai rencontré John Kavanagh, donc le coach de Connor. Je me suis entraîné avec son équipe pro. Et du coup, je me suis entraîné. Après, je suis revenu. Et puis je repartais, je revenais, je m'entraînais. Donc j'étais entre la France et l'Irlande. J'ai dû faire en tout peut-être 4 mois en Irlande ou quelque chose comme ça. Donc je connais très bien l'équipe irlandaise, je connais très bien le coach de Connor. J'ai vu Connor plusieurs fois. Après, je ne me suis jamais entraîné avec lui, moi. Mais ça m'a permis de m'entraîner avec des gens forts, en fait, et de situer mon niveau par rapport au top mondial. Parce que du coup, il y avait des combattants UFC dans cette salle, des combattants au Bellator, etc. Et moi, j'étais juste en Ukraine. Et quand je me suis entraîné là-bas… Tu t'es trouvé chaud alors? Je me suis trouvé archi chaud. Je me suis trouvé très très fort. Je me suis dit, putain, il y a peut-être moyen en fait. Et ça m'a ouvert les yeux. Et en plus, j'étais en Irlande et peut-être qu'il regardera ce reportage. Je parlais avec un Français là-bas et je lui disais que je suis sûr que si je vais au Cage Warrior, je peux prendre la ceinture. Et il me disait, ouais, tu penses, nanana. Ouais, je suis sûr et tout, nanana. Et je parlais avec d'autres comme ça et tout. Quelques temps après, on me propose le Cage Warrior en short notice. Donc j'ai pas le temps de me préparer quoi. Ouais, 10 jours, on me disait. 10 jours pour être prêt. Guillaume m'appelle, il dit ouais, tu pèses combien là? Je dis comment ça? Comment ça? Et bah tu peux combattre au Cage Warrior là dans 10 jours, mais c'est la ceinture à 66 contre Soren Bach. Donc à cette époque c'était un mec qui était à 11-1, il avait battu Paddy Pimblett juste avant, qui est la petite star machin là, qui est à l'UFC maintenant. Et il bat tout le monde dans la KT, il était champion 70 kg, il descendait à 66 pour faire la ceinture, donc pour faire double champion. Et le champion à 66 s'est blessé, et du coup il cherche un mec pour se faire niquer, pour qu'il puisse être champion, tu vois. Donc il m'appelle. T'es vexé? Ah, je suis pas vexé moi. J'avais accepté ma position, tu vois. Mon record, il est plus assez bien pour qu'on me propose de combattre, enfin pour me mettre bien, entre guillemets, pour mettre des gens de mon niveau et tout. Là, on veut juste m'utiliser, en faire valoir pour faire grandir des stars. Mais la plupart des matchmakers et tout, etc., ils n'ont pas conscience de mon niveau, pour de vrai. Parce qu'ils se basent juste sur, ils voient qu'il y a des défaites. Ils se basent sur le record, ils n'ont pas vraiment regardé les combats, contre qui, qu'est-ce qui s'est passé, c'est normal. Mais moi, je sais qui je suis. Et j'ai confiance en moi. Et je me dis là, personne ne me connaît vraiment, je peux vraiment gâcher la fête là. Et on dit ouais, vas-y, on y va. Bon, j'étais lourd, j'étais en Irlande, machin, donc je reviens, 10 jours pour se préparer, perdre le poids, c'est chaud. Et le mec, c'est pas une canette en face, tu vois, c'est 10 jours contre un top mondial, un mec qui vient de battre, machin, il est déjà… en plus, il est plus lourd que moi, parce qu'il était champion dans la KT du dessus et il descend dans ma KT. Donc il aura tout pour lui, le temps de préparation, le poids, son organisation, les juges, on combattait dans son pays aussi, dans son pays, son public, tout ça. Est-ce que le fait d'avoir eu une visibilité en plus, ça t'a permis d'accéder plus rapidement à ce combat ou pas forcément? Ouais. Je pense. Je pense. C'est aussi pour ça que c'est important, enfin que c'était important que j'ai pas mal de gens qui me suivent parce que du coup, y a des gens qui regardent mes combats, beaucoup de gens. Donc forcément, quand tu es une organisation privée, tu veux qu'il y ait beaucoup de gens qui regardent tes événements. Donc, je pouvais combattre quand je voulais un peu. J'avais du poids quand je parlais avec eux, quoi. Genre, je veux combattre telle date, je veux affronter lui, c'est quand la ceinture, etc. Parce que du coup, j'avais du poids, je faisais des performances et j'étais suivi. Donc, je pouvais demander des choses. Et donc, ouais, ça m'a aidé forcément à monter à la ceinture, à tout un tas de choses dans ma carrière. Et là, tu envisages tout là, à ce moment-là? Ouais, à ce moment-là, j'envisage tout. Et en plus d'avoir cette reconnaissance, j'ai aussi cette reconnaissance dans le milieu du MMA, c'est-à-dire que les experts américains, j'ai été genre 3-4 fois, non, peut-être j'abuse 2 fois,
sur la liste des prospects dans le MMA mondial à suivre. J'ai gagné plusieurs fois combattant de l'année, combat de l'année, KO de l'année, révélation de l'année, machin, nanana, combattant à suivre. Même quand j'ai perdu, quand j'étais sur ma série noire, entre guillemets, j'ai quand même été sur la liste des prospects à suivre qui signeraient à l'UFC et tout. Alors que quand tu regardais les autres profils qui étaient avec moi, rien à voir. Mais j'étais sur cette liste et ça veut dire énormément. Et j'aimerais bien que tu me parles justement de ce combat où tu gagnes la ceinture. Est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit? Est-ce que tu t'es préparé différemment? Des sensations pendant ce combat? Est-ce que tu te souviens? Ouais, là on avait le temps de se préparer. Genre ils m'ont dit ouais tu combats dans 2 mois contre un tel. On s'entraîne comme un ouf. En plus, c'était 5x5, du coup, 25 minutes. Je m'entraîne comme un ouf avec mes coachs. Premier combat annulé, 2 jours avant le combat. Moi, j'étais en Angleterre. On était parti une semaine avant. C'était le premier Covid. Enfin, quand ils ont fermé pour la première fois la France, moi, j'ai senti la patate. Je regardais BFM ou je sais plus quoi. Je disais, ça sent pas bon, là. Ils parlent de fermer, de confiner ou je sais pas quoi. On a pris un billet Eurostar. On est parti la veille qu'ils ferment le pays. Mais du coup, on était une semaine avant en Angleterre, je crois, quelque chose comme ça. Et pareil, c'est de l'investissement, ça. Hein. C'est pas le Cage Warrior qui a payé. Hein. J'ai payé mon train, j'ai payé le Airbnb à Londres. C'est cher. Ouais, c'est cher. Ouais. Et je gagnais pas 1000 et des cents, hein. Vraiment. Et donc, mon adversaire vient pas. Donc, combat annulé. Deuxième fois, cette fois, c'était contre un Allemand. L'adversaire est là, je suis là. Mon coach attrape le Covid. On a voyagé ensemble, il est dans ma chambre. Je ne peux pas combattre. Il nous confine 10 jours dans l'hôtel. C'était long, hein. J'ai l'impression que j'étais en prison. 10 jours dans l'hôtel, donc encore un combat annulé pour la ceinture. Donc c'est ma deuxième prépa dans le vide. Ça fait presque 1 an que je n'ai pas combattu là. Et j'étais sur une pente ascendante 2 fois. Hein. Le Covid, ça m'a fait perdre 2 ans dans ma carrière. Et après, au final, je crois que je fais le combat, ou peut-être qu'il y en a eu encore un annulé, je ne sais plus. Je fais le combat. Et je gagne la ceinture. Mais du coup, j'ai eu 3 prépas pour cette ceinture. Ouais, j'étais plus que prêt. Hein. Ah ouais, non. Tu pouvais pas le perdre. Non, c'est impossible. Impossible, pas après tout ça. Pas après tout ça. Et ouais, je fais un combat de fou. Et je finis avec le KO au corps. Je deviens champion. Premier combat diffusé en France à la télé. Truc de fou. Ouais. Je fais des stats de malade mental. Je gagne le combat. À ce moment-là, je suis au top du top. C'est une dinguerie. À ce moment-là, je crois qu'on commençait à avoir 2-3 combattants à l'UFC, je crois, français. Mais du coup, sans être à l'UFC, tu vois, j'étais hyper connu et je faisais des perfs et je venais d'être champion du monde du cage. C'est une ceinture qui veut dire énormément, genre en accomplissement dans le MMA pour moi, peut-être pour d'autres non. C'est une des ceintures les plus compliquées à aller chercher. Ce titre, c'est un vrai titre qui veut dire quelque chose, c'est une vraie ceinture compliquée à aller chercher. Et contre des vrais adversaires, en plus dans une période compliquée avec le Covid, machin et tout. J'ai combattu dans des salles à huis clos, des machins et tout. Et tous les gens du Cage Warrior qui ont pris une ceinture et qui sont passés à l'étape supérieure, ils ont tous performé à l'UFC. On parle de Michael Bisping, donc, qui est un des seuls Anglais qui a gagné la ceinture de l'UFC. Conor McGregor, qu'on ne présente plus. Au niveau des femmes, il y a Joanna Jedrzejczyk. Enfin, énormément de combattants qui sont passés par le cage. Donc ça veut dire quelque chose sur le niveau qui est proposé là-bas et que quand tu prends la ceinture, derrière, si tu arrives à transformer et que tu vas à l'UFC, tu fais des bonnes choses. Et c'est pour ça que je me suis infligé ça, d'aller au Cage Warrior, prendre la ceinture. Parce que c'est le chemin que les autres qui performent en MMA, ils ont fait. Donc moi, je veux vivre la même chose qu'eux, en fait. C'est aussi simple que ça. S'ils sont devenus aussi forts, c'est parce qu'ils ont dû faire ça avant et tout, qu'ils ont fait des ceintures déjà au cage. Moi, j'ai déjà fait énormément de combats du coup en main event, en 5x5, des ceintures. Je suis déjà prêt à la grosse pression, en fait. Et c'est un très gros accomplissement. En France, on n'a pas été énormément à la gagner. Il y en a eu d'autres, des Français qui ont gagné la ceinture. Je ne suis pas le seul. Par contre, je suis le seul Français après qui est passé du Cage Warrior à l'UFC. Ça, moi, je suis très content. Ça veut dire quelque chose. Mais ça n'a pas été facile. Parce que non. Tu as eu encore des moments compliqués, justement. Tu as réussi à transformer cette étape-là en quelque chose de plus grand avec l'UFC, mais tu as eu une période qui a beaucoup challengé ta carrière, toi, ta force mentale, parce que tu as vécu un vrai ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que tu as gagné la ceinture, et pas longtemps après, je crois que c'est la même année, tu l'as perdue. 3-4 mois après, en fait, je l'ai regagné en décembre, je crois que je l'ai perdu en mars. Ok. Ouais. Et ça, est-ce qu'en général,
Est-ce que ça arrive aussi vite? Est-ce qu'on se challenge aussi vite? En général, on essaye peut-être un peu d'esquiver les combats. Normalement, c'est ça. Ouais. Normalement, après, tu prends que des bons combats ou tu esquives, tu prends un peu de temps et tu attends la signature UFC entre-temps, ou tu prends une petite défense tranquille et tu signes derrière à l'UFC. Moi, j'ai pris le premier contender claquetté direct. T'as pas eu 3 peur? mois après. Je me suis même pas reposé. C'est-à-dire que j'ai gagné la ceinture. J'étais à l'entraînement même pas une semaine après. En fait, c'est ça que j'aurais dû prendre mon temps, c'est respirer un peu et repartir m'entraîner. Parce que j'étais épuisé en fait. Là, on parle de 8 ans de travail. Entre-temps, il y avait eu les moments où je dormais peu, Stabs, machin et tout. Et quand je suis monté, en fait, moi, j'ai peur de rater. Donc, pendant tout ce temps, je travaillais d'arrache-pied pour pas rien rater. Donc, je faisais des tournages, je m'entraînais, machin, massi, je dormais pas beaucoup. Et j'ai gagné la ceinture comme ça et tout. Mais du coup, j'ai pris le contre-coup après. Je perds la ceinture dans un combat où je suis pas le meilleur que j'ai été. Mais je me fais voler et j'aurais dû gagner ce combat. Donc ouais, c'est le premier coup dur, je me fais voler ma ceinture. Là, pour le coup, j'étais vraiment à ça de l'UFC. Et je sais que mon profil est compliqué à faire signer à l'UFC. Donc je me dis là… À cause des défaites? Parce que sur le papier, tu as la personnalité, tu as les réseaux, tu as des performances. C'est vraiment juste à cause des défaites que ça peut être compliqué? Juste à cause des défaites que j'ai pris en début de carrière, qui ne sont pas en MMA d'ailleurs. C'est en pancrace que j'ai perdu, où j'ai pris je crois 5 défaites peut-être en pancrace. Et c'est pas du MMA. En fait, en MMA, j'ai perdu 3 fois, je crois. 3 ou 4 fois que contre des champions du Cage Warrior. Que contre des champions du monde. C'est très frustrant parce que mon vrai record, c'est du coup, ça doit être genre 16-4, 16-3, quelque chose comme ça, avec seulement 3 défaites à la décision contre des champions du monde. C'est pas la même chose sur le papier. Mais moi, je le sais du coup. Et ça me permet psychologiquement de savoir qui je suis et tout. Mais du coup, les gens qui vont pas plus loin que ça, c'est plus compliqué pour eux de comprendre. C'était pas mort. C'est pas mort. Tu peux rentrer à l'UFC avec des défaites. Ça, c'est une idée reçue. Mais c'est plus dur. Il faut faire beaucoup plus. Il faut proposer mieux. Il faut être plus fort. Il faut faire des perfs de malade et tout. Enfin, c'est dur, quoi. Et je me dis, putain, c'était déjà assez dur d'arriver jusque-là. Et là, je perds ma ceinture comme ça. Ta première pensée, elle est pour ça, quand tu perds? Ou c'est plus de l'injustice parce que tu as l'impression qu'on t'a volé En fait, ouais, c'est de l'injustice. En vrai, je comprends pas, tu vois. Je me dis, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ça y est, ça se voit, là, quoi, que j'ai gagné, les gars. Genre, c'est pas la première fois que je me faisais voler aussi. C'est genre qu'au bout d'un moment, quand mes combats ils vont à la décision, je sais presque que ça y est, j'ai perdu. Même si mon combat… En fait, dès que le combat, il est un peu serré et que je sais juger un combat et tout, mais dès que c'est un peu serré et que je me dis, bon… Normalement, j'ai gagné, mais ça, c'est à l'interprétation des juges et souvent, à la décision, ils ne me font pas gagner. Et pourtant, après, quand on regarde les combats, des fois, on refait noter par d'autres juges et tout. Ils disent non, t'as gagné et tout. Je me dis, pourquoi j'ai pas gagné pour de vrai alors? Et du coup, même la ceinture, là, quand je la perds dans l'hôtel, après, président du Cage Warrior, matchmaker, machin et tout, ils sont tous en… Je comprends pas. Pour nous, t'as gagné. Je dis, ah ouais. Il était anglais? C'est encore pire de me dire ça. Ouais, il était anglais, de Londres. Et tu penses que c'est parce que t'étais français qu'ils n'ont pas privilégié Je pourrais pas te dire. Je peux pas. T'étais pas là. Je peux pas prendre la décision de pas répondre pour les juges, mais ouais, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Et donc, ouais, je perds ce combat et ouais, c'est beaucoup de frustration, en fait. Et, mais je me dis que je peux rattraper le truc, en fait. Parce que je vais avoir ma revanche contre lui. Parce que tout le monde a pété un câble, tu vois, sur les réseaux et tout. Ils se sont fait allumer le Cage. Et j'étais vraiment dans la revanche et tout, pour aller récupérer mon titre. On s'est entraîné comme des oufs et tout. Et comme par hasard, il s'est blessé, mon adversaire, du coup, qui avait gagné la ceinture. J'y crois pas. J'y crois pas du tout, moi. Il s'est pas blessé, c'est un menteur. Une blessure au pouce ou je sais pas quoi. Enfin bref. Du coup, il peut pas m'affronter. Et, sauf que moi, je peux pas perdre de temps, en fait. Là. Je peux pas l'attendre. Parce que du coup, je suis sur une défaite. Et là, on est dans la conjoncture où le MMA va bientôt être légal en France. Tout ce que j'ai prévu, c'est maintenant que ça arrive, tu vois. Genre, si je rate le coche, là, je trouve que je vais pas signer. Donc moi, j'ai ce sentiment d'urgence derrière moi. Ouais, t'as pas le temps, là. Fais attention et tout. Du coup, il peut pas faire le combat. Du coup, il me propose
ceinture intérim contre le deuxième plus fort. Enfin, le deuxième plus fort. En vrai, c'était lui le premier plus fort. Donc de faire la ceinture contre lui, du coup, un peu en short notice, en un mois ou quoi. Donc on dit oui, parce que nous, on est dans l'optique où de toute façon, si je veux être un combattant à l'UFC, je ne peux pas commencer à refuser les mecs forts qui ne sont pas à l'UFC. Parce que c'est juste déplacer un peu le problème et me faire exposer plus tard, parce qu'ils vont être trop forts. Donc autant prendre les forts maintenant et voir ce que ça donne. Donc on prend le combat et on fait un combat de malade mental sur 25 minutes. Élu combat de l'année sur l'UFC Fight Pass. Je perds ce combat, fracture de l'orbite. Je perds ce combat, mais pas vraiment en fait. Genre, c'est moins discuté sur les réseaux parce que les rounds qu'il prend sont plus nets à cause de l'œil qui a gonflé à cause de l'impact. Mais je gagne le 1, le 2, il prend le 3, le 4 et pour moi je gagne le 5 aussi. Donc je reviens au 5. Donc normalement ça fait soit égalité, soit je gagne. Parce qu'on m'a enlevé un point pendant le combat. Donc même en m'ayant enlevé un point pendant le combat, il gagne à décision majoritaire. En fait, il n'y a pas pire que ces deux défaites-là. Parce que c'est deux défaites où à rien il manquait rien et c'était une victoire en fait. Et puis après, je pense un peu à ce qu'on va penser de moi et ce qui va être dit sur moi. Et là, ça n'a pas raté là. Ça n'a pas raté, ça a été archi dur, hein. Franchement, j'ai lu des trucs. C'est mérité pour lui, bien fait, de toute façon c'est qu'une fraude, tu pues la merde, vous l'avez dit qu'il n'avait pas le niveau, c'est juste un youtubeur, machin, nanana. À ce moment-là, est-ce que tu récupères l'espoir, tu retrouves l'espoir d'accéder à l'UFC? Ouais, en fait, c'est quelqu'un que j'ai oublié de parler, c'est mon manager, mon deuxième manager, donc, Graham Boylan, président du Cage Warrior. Donc tout à l'heure on en parlait. Tout le monde lui criait dessus, machin et tout. Mais c'est quelqu'un qui a été derrière moi depuis que j'ai fait le premier combat au Cage Warrior et que j'ai failli gagner la ceinture. Je pense qu'il a vu quelque chose en moi et depuis ce jour, il a toujours, on va dire qu'il m'a toujours poussé. Il a toujours été hyper bienveillant envers moi. Bon, ils m'ont pas donné des combats faciles, hein, mais je pense que c'était aussi pour lui parce que j'ai le niveau en fait. Et il me disait franchement, reste ici, donne-moi 4 victoires et t'inquiète, tu peux aller à l'UFC. Il me disait, t'es encore jeune, t'es un bébé et tout. Il me dit, ouais, bien sûr que tu peux aller à l'UFC, écoute pas tous ces cons et tout. Il me disait ça. Et, il m'a emmené aux États-Unis pour m'entraîner, etc. On a rediscuté dans sa voiture et tout. Et il me disait, non, franchement, tu peux encore signer. T'inquiète, les écoute pas, gagne et tout. Continue ce que tu fais. Parce que moi, parce que moi, mon but, c'est l'UFC. Enfin, c'était l'UFC. Je pouvais signer au PFL, au Bellator, etc. J'ai eu toutes ces offres, je les ai déjà eues depuis très longtemps. Genre, si je voulais combattre que pour l'argent, j'aurais pu le faire bien avant et pas m'emmerder à faire tout ça. Et là, je serais très, très bien dans ma vie. Mais c'est pas mon but. Genre, vraiment, mon but, c'est pas la facilité. C'est de faire vraiment ce sport au plus haut niveau. Et donc c'était mon seul but en fait. Je pense que même si j'aurais pas réussi à aller à l'UFC, peut-être j'aurais arrêté, hein, j'en sais rien. Et du coup, voilà, je me suis plongé encore plus. Je me suis dit là, je peux pas rater là. J'ai 2 ans où je peux pas rater, il faut que j'enchaîne les victoires. Et j'étais prêt s'il fallait à faire 10 combats. Hein. Et du coup, voilà, ils m'ont remis en selle entre guillemets, ils m'ont refait repartir à combattre et j'ai pris 3 victoires d'affilée, donc 2 gros finishes d'affilée. Et ça a été suffisant pour que l'UFC me signe en contrat direct. Je reçois un recommandé par email, j'ai jamais reçu ça. Ils me disent ouais, connecte-toi à ton truc AR24, machin truc. Après un test. Après un test, ouais. Faut que tu te connectes et tout. Je me dis waouh, un recommandé. Je me dis mais qu'est-ce qu'il y a là? Je me dis mais parce que moi je sais que je suis pas dopé, tu vois. Mais ça te met la pression comme quand la police elle t'arrête, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce que j'ai dit à Julina. Ouais, c'est ça, tu vois. Je me suis dit, waouh, tu vois, j'avais chaud et j'arrivais pas à me connecter et tout. Fallait que que je crée mon espace, je mette ma carte d'identité, machin et tout. Je me dis, oh la dinguerie, imagine, je suis suspendu parce que j'ai mangé un truc de merde. Un médicament. Ouais, ou un médicament et tout, j'avais trop peur. Du coup, on est au restaurant, j'arrive enfin à me connecter. Je lis, ouais, c'était un vieux truc. Trop nul, genre on vous avertit qu'on vous mette dans le groupe cible ou je sais pas quoi.
Je dis, ouah, pourquoi ils envoient pas juste un courrier chez moi ou ils m'envoient un petit email, un petit mot, genre t'inquiète, rien de grave. Dans le mail. Je te jure, non, ils m'ont donné chaud. Et ouais, du coup, l'ascenseur émotionnel, ça a fait ça. Et après, entre-temps, Graham, ça faisait 2 jours qu'il me courait après. Et il me dit, ouais, faut que je te parle pour ton visa, parce qu'on devait faire mon visa pour que je puisse combattre aux États-Unis pour le Cage Warrior. Il y a un problème avec ton visa, non. Je lui dis, ouais, j'ai pas le temps aujourd'hui, j'ai fait 8h, 22h, là je suis un anniversaire et tout. Il dit, non, faut que je te parle rapidement avant demain et tout. Je dis, vas-y, 22h30. Donc on est au resto, je me lève, je pars dehors, bam, je l'appelle. Et là, il me dit que j'ai signé à l'UFC, le jour de l'anniversaire de mon pote, 1er août, je me rappelle. Ah ouais, c'est une dinguerie, ouais. Bah ouais, parce que pour le coup, là, il m'a vraiment attrapé, genre, moi j'étais naïf de ouf, tu vois, genre, moi qu'est-ce qu'il y a avec mon visa et tout. Voilà, ils me mettent sur la carte de l'UFC Paris, j'ai un adversaire, lui aussi début UFC. Je sais que je suis meilleur que lui, j'ai vécu beaucoup plus de choses dans mon expérience, je suis champion au cage, machin, j'ai pris tous les meilleurs qu'il y avait à mettre en Europe, les prospects et tout. Il n'a pas le niveau qu'il faut, enfin, il a le niveau technique, mais il n'a pas l'expérience requise pour me battre en fait. Okay. Et du coup, c'est un super combat pour moi en fait. Okay. Je sais que... Et le mec, mais attention, il met tout le monde KO par contre le mec. Genre, il est dangereux. Hein. Il a mis KO 3/4 de ses combats, que des finishes, premier ou deuxième round, il est hyper dangereux. Mais moi, je vois pas le danger, je vois juste que c'est un super combat pour moi et que je vais sûrement réussir à le mettre KO. Ce que j'ai réussi à faire et en très peu de temps. Ouais, très content. Ouais, bah, genre le jour J, tout va vite. Ouais. Et moi, j'ai fait en sorte de pas me laisser sortir du truc. Donc, tu fais les médias, minibus, tu vas à Bercy, tac, tu prépares, peser, tu arrives dans la cage, il y a les lumières, il y a Bruce Buffer qui fait l'annonce, Bercy rempli. Les trucs, Morgan Charrière, nanana. Enfin, c'est ouf, tu vois. Mais j'ai pas le droit d'en profiter à ce moment-là. Ouais. En fait, si j'en profite, je vais perdre le combat. Et moi, je suis trop concentré pour le gagner. Genre, j'étais là pour gagner, c'est tout. Mais 1 mois et demi après, c'est. Ouais, bah ouais, non, mais parce qu'après, tout va très vite en fait. Une fois que tu as gagné, l'UFC, ils te foutent un peu dehors. Hein. Genre, moi, j'ai gagné. Tu sais, il y a les mecs de la sécurité, ils te tirent. Tu restes pas longtemps dans la salle, on t'emmène derrière. Je suis encore torse nu, j'ai même pas mes chaussures. Mes coachs ont mes chaussures dans le seau, je mets mes chaussures, on m'emmène déjà aux interviews d'après-combat. J'ai rien fait encore, je viens de sortir du combat. Je mets juste mon gilet, je suis torse nu en dessous. On m'emmène dans la salle d'interview, je réponds aux journalistes. Après, on m'emmène faire une interview avec chaque personne. Je fais les photos avec les photographes de l'UFC. On prend mon sac, on me fout dans le minibus. Je me suis même pas changé, je suis encore transpirant. Si j'avais du sang dessus sur moi, j'aurais eu du sang sur moi à ce moment-là. Et voilà, 10 minutes après, je suis à l'hôtel, au milieu de l'hôtel, mais il n'y a personne à l'hôtel. Il n'y a même pas mes amis, ni ma famille et tout. Et genre, moi, ça y est, ma soirée est terminée. Genre, c'est vraiment ça, genre, hôtel, tac, et je suis limite dans le hall, genre, bon, bah, je vais aller prendre ma douche. Et tu vois, et j'arrive dans ma chambre, il n'y a même pas la chaîne de l'UFC, genre, je peux pas voir les combats de l'UFC Paris. Mais t'avais pas le droit de rester... Non, tu peux pas rester. Pourquoi? Bah parce que les fighters, ils les envoient, ils les sortent après, après les combats. T'as bien résumé. C'est bon pour moi, j'ai plus de questions, tu peux te libérer. Ça va. Merci beaucoup Morgan.